Alors, bonjour à tous. Donc, bonjour, par rapport à la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, nous étions quittés sur la défaite du Stade Toulousain face à Pau. Et cette semaine, du coup, on va s'attaquer au match qui a eu samedi soir, dans la soirée. Bonjour à tous. Qui avait opposé du coup le Stade Toulousain et le Racing Métro 92 à domicile pour le Stade Toulousain. Match bien évidemment très important. Je vais essayer de suivre à peu près le rythme que j'ai vu la semaine dernière, de vous faire un format un peu plus court que le format d'une heure que je faisais habituellement. Donc, on va du coup, je vais vous changer de scène. Le match du Racing face au Stade Toulousain, c'est bien évidemment pas la bonne fenêtre. On fait jamais un commencement de la meilleure des façons. Le match du Toulouse... Qu'est-ce qui se passe encore? Ouais, j'ai fait une bêtise, encore une fois, j'ai oublié tout le reste. C'est bon, tout, ça arrive, c'est bon, tout est de retour. Je vais par mégarde tout désactiver. Bon, bah, début un peu en lenteur, mais on va y aller. Alors, le match du week-end. On a eu plusieurs matchs qui ont été intéressants. Donc, comme j'ai dit précédemment, c'était Toulouse face au Racing. Comme on peut le voir, bonus offensif plus gros score de la part du Stade Toulousain qui aura notamment, on reviendra plus tard, roulé en deuxième mi-temps, qui aura su accélérer. Et le Racing ne sera jamais revenu réellement dans la partie, même s'il y avait un espoir à la mi-temps. Mais avant toute chose, nous allons revenir du coup sur les matchs qui ont été faits. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ok. Nous allons revenir sur les matchs de la semaine dernière. Et du coup, notamment sur le premier match, parce que nous avions eu des pronostics à réaliser. Alors, et du coup, la semaine dernière, revenons à nos prédictions. Nous avions eu du coup les prédictions notamment données par le modérateur de cette chaîne, Pépin75, qui nous avait donné pour la majorité Toulon gagnant versus contre l'USAP. Eh ben, il fallait pas voir c'est qui le meilleur en prédiction. Ben, jusqu'ici, on va voir, mais c'était pas forcément très. Là, ça manquait de précision, monsieur. Hein. Va falloir réviser les classiques pour le week-end prochain. Donc, comme je disais, le match, vous voyez pas l'écran bien évidemment. Toulon qui a perdu sur la pelouse de Perpignan sur un match qui s'est fini sous la pluie, sous le beau temps perpignanais, mais belle opération de Perpignan qui se lance peut-être dans sa saison, enfin. Donc bonne opération de la part de Perpignan. Toulon qui repart quand même avec le point de bonus défensif vu qu'ils ont fini à -6. Mais match, mine de rien, que je n'ai pas pu suivre en intégralité, mais où les Perpignanais ont su faire preuve de volonté de gagner. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout lâché les bras. Donc malheureusement, première prédiction qui avait été donnée pour le RCT est fausse. Ensuite, la suivante, ça avait été donné entre Lyon et le Stade français Paris. On avait donné du coup Lyon vainqueur à domicile face au Stade français. Oui, mais le match a été serré, j'ai eu l'occasion de le voir, et en multiplex, bien évidemment, et le match était au final assez serré. Le match d'après, qui a été pour moi le match un peu marquant de cette quatrième journée, c'est le match entre l'Aviron Bayonnais et l'Union Bordeaux-Bègles. L'Aviron Bayonnais qu'on commence à s'habituer comme étant une équipe qui fait un peu des allers-retours entre le top 14 et la Pro D2, et qui cette fois-ci a réussi à ce qu'on pourrait appeler faire un upset, donc décevoir, à faire une surprise
et à réussir à battre l'Union Bordeaux-Bègles, certes à domicile, mais c'est quand même une assez grosse performance quand on sait que l'Union Bordeaux-Bègles fait partie, à mon sens, des 3 équipes qui, chaque année, évidemment avec le Stade Toulousain et avec le Stade Rochelais, sont les favoris du championnat. Et du coup, c'est un match qui a été très intéressant et où tout simplement, pour moi, c'est le match à retenir de cette 4e journée. Même si on va revenir, comme d'habitude, sur le match du Stade Toulousain. Le match d'ensuite, on avait donné Pau gagnant en pensant qu'ils pourraient continuer sur leur bonne lancée après leur victoire face à Toulouse à domicile. Malheureusement, ils se sont totalement écroulés face à Montpellier, notamment en seconde période, un peu même si c'est une match que Toulouse face au Racing, mais cette fois-ci d'une façon un peu plus violente. Et ce qui nous donne du coup un match avec un résultat fleuve pour Montpellier Hérault, rugby face à Pau. Donc malheureusement, encore une prédiction qui n'a pas été validée. Le 5e match de cette journée sur les 7, c'était le Castres Olympique face à Brive, et on aurait espéré voir Brive remporter ce match-là. Malheureusement, c'est pas arrivé. Et ils finiront par quand même emporter un point de bonus défensif, qui n'a pas été noté là-dessus, mais... Ah non, c'est à moins de 7 points, non, pas de point de bonus défensif pour Brive, qui, du coup, n'a pas réussi à s'imposer sur... quand même, la pelouse du Finesse l'année dernière, on les donnait quand même assez plutôt vainqueurs. Ensuite, évidemment, le match d'hier soir en prime time sur Canal+, avec le match à 21h05 qui a été intéressant hier, j'ai eu l'occasion de le voir. Clermont face à La Rochelle, déplacement de La Rochelle à Clermont. On a pu voir une sorte de renaissance pour Plisson, qui l'expliquait que à La Rochelle tout se passait très bien, et puis à un moment il a eu des relations qui se sont passées un peu moins bien avec certaines personnes, et il a eu la sensation d'un peu avoir été mis au placard de la part de La Rochelle, mais du coup au final une sorte de revanche peut-être de la part du 10 du 10 international, qui aura réussi du coup avec ses coéquipiers à prendre le pas sur les Rochelais, qui en fin de match ont eu du mal à développer un quelconque jeu, et la défense clermontoise a été très efficace sur les 15 dernières minutes. Donc encore un pronostic faux. Et enfin le dernier match de la journée, qui nous intéresse, qui opposait cette fois-ci du coup Toulouse au Racing 92, où bien évidemment nous donnions Toulouse gagnant. Voyons, il n'y a pas d'autre possibilité. Et cette fois-ci, c'est Toulouse qui a encore gagné. Donc au final, sur les 7 matchs de la journée du top 14, on en a réussi 2 sur 7. Donc on va essayer de faire mieux pour la semaine prochaine, normalement, ça devrait pouvoir se faire. Mais à noter que cette semaine a été quand même assez riche en rebondissements et en rebondissements tout court. Donc on va revenir du coup sur le match du Stade Toulousain face au Racing, où un contexte un peu particulier. Je vais un peu essayer de parler un peu de ce qui a pu se passer pour le Racing, dans le sens où le Racing a réussi à gagner face à Lyon la semaine dernière. Donc pour eux, c'était une occasion de confirmer ce succès face à une équipe qui avait trébuché la semaine dernière, mais qui a quand même un contexte assez particulier d'un point de vue des dirigeants, puisqu'on a appris que le coach avait été changé et qu'on avait maintenant eu la signature, ça a été annoncé aujourd'hui, de Stuart Lancaster, donc l'ancien sélectionneur anglais, à la place de l'entraîneur actuel du Racing 92. Donc changement de coach, peut-être changement de volonté, voire une reconstruction. Curieux de voir dans les semaines prochaines comment ça va se passer. Salut Théo, installe-toi. Et du côté du Stade Toulousain, mais évidemment, il fallait se reprendre après cet échec face à Pau, où, bien évidemment,
On avait eu une équipe qui avait été un peu légère, mais cette semaine ont été prises des mesures, on reviendra juste après, pour essayer de gagner ce match. Ce qui fait, pour essayer de... Des images. Pour essayer de regagner ce match, Toulouse, du coup, a sorti une composition 5 étoiles en faisant rentrer dans le 15 de départ cette fois-ci Fomouina, Edstad, Jelonche et Dupont, qui avaient été sur le banc la semaine dernière. Et qui, du coup, malgré le nombre de blessés très important, va leur faire une composition que vous pouvez regarder ici, qui est quand même assez expérimentée, très forte, avec encore une fois Dimitri Delille qui a été utilisé en 13 et qui peut-être pourrait s'installer à ce poste-là. Peut-être que c'est à la demande de la part du sélectionneur de l'équipe de France qui veut l'essayer à ce poste-là. Parce qu'on sait qu'on a perdu malheureusement le meilleur centre du monde, Virimi Vakatawa, il y a peu. Donc peut-être dans une idée de succession, le staff tricolore aurait peut-être demandé à, à Hugo Mola de le placer en centre pour le tester pour plus tard. Et aussi quelque chose qui est notant par rapport à la semaine dernière, c'est qu'on a une composition dans le 8 de devant qui est ce qu'on va appeler assez lourde. C'est-à-dire qu'on a des joueurs qui sont pas forcément très aériens. On va voir que 2 sauteurs, donc dans la personne de Roumat et d'Anthony Jelonche, on a vraiment que 2 vrais sauteurs en touche attitrés, ce qui, on le verra un peu plus tard, a pu poser quelques soucis en touche, mais le Racing a complètement été stérile sur ses possessions et ça n'a pas été si dangereux que ça aurait pu l'être. Donc cette composition avec beaucoup de joueurs très puissants, et notamment avec le retour d'Edstad, avec la titularisation de Charlie Fomouina, cette fois-ci on a mis Peato Movaca en joueur qui commençait sur le terrain. On voulait mettre du coup beaucoup d'avancées, notamment sur des blocs de 3 joueurs qui vont aller proche de la ligne défensive et qui du coup pour essayer de fixer ses défenses et après faire jouer les qualités qu'on connaît derrière. Notamment un match où il y avait un joueur qui était à surveiller, pour moi plus 2 du côté toulousain. C'était Thomas Ramos qui faisait du coup son 2e match en 10 après la blessure de Romain Ntamak et qui a assuré sur ce match-là. Et notamment l'autre match, l'autre joueur qu'on avait dû surveiller, maintenant je pense qu'il sera peut-être l'une des révélations et qui ce soir peut-être aura une récompense parce que ce soir c'est la nuit du rugby. Et le jeune Ange Capozzo, en 99, est nominé dans deux catégories, dans la révélation dans le meilleur joueur, je crois, de Pro D2 et en tant que révélation de l'année dernière. Donc si on va revenir un peu plus au contexte du match, les 10 premières minutes ont été assez intenses, pas beaucoup de jeux, on a essayé beaucoup de se défier, de marquer l'adversaire, donc beaucoup de jeux en ce qu'on va appeler en groupé, donc un jeu proche des rucks avec en général, juste ouvrir un outil, avec des joueurs très, très puissants, proches des rucks, avec des joueurs qui arrivent avec des courses aujourd'hui aussi. Donc un jeu groupé en première instance pour ensuite le premier essai qui sera seulement marqué à la 32e minute. Maintenant, si on regarde par rapport au match de la semaine dernière, le point noir que Toulouse devait gommer, c'était la discipline. La semaine dernière, ils avaient été pénalisés 14 fois, ce qui est beaucoup trop dans un match. Quand on rend 14 munitions en dehors des touches, des mêlées qui pourraient être perdues, c'est beaucoup trop. Cette fois-ci, ils ont réussi à rectifier le tir. Ils n'en ont pris que 5 sur l'entièreté du match, ce qui est un plutôt bon score, contre 12 du côté du Racing, où là, on avait clairement manqué de discipline. Cependant, à cause de la composition, voilà, du 8 de devant, je cherchais mon mot, qui était un peu particulière, où on avait potentiellement une touche un peu faible, ben, ça s'est vérifié lors du match, où sur les 9 touches toulousaines, on en a perdu quand même 6. Et on sait que les touches font partie des
des comment on va nommer ça? En français, ça s'appellerait du coup les indicateurs clés de la performance, donc ce qu'on va appeler en anglais les KPI. Et en gros, les touches, pourquoi est-ce que les touches font partie de ces KPI? Parce que la défense est à 10 mètres et qu'on a tout le côté pour attaquer. Ce qui fait qu'on a beaucoup d'espace et forcément les défenseurs sont loin, donc on peut plus prendre de vitesse. Sur les mêlées, les défenseurs sont obligés d'être à 5 mètres. Donc forcément, la... c'est mieux d'avoir une touche qui est performante. Le point noir du côté du Racing, quand j'ai regardé un peu les statistiques du match, ça a été la conquête dans sa globalité. Les touches où ils ont été un peu... Ils ont été pas mauvais, mais ils n'ont pas su les utiliser à bon escient. Parce qu'ils ont eu 3 mauls où cela a résulté... 3 mauls qui n'ont pas été utilisables et qui ont donné lieu à une mêlée pour le Stade Toulousain et récupération de ballon. C'est-à-dire que le Racing a eu beaucoup de pertes de balles et ils ont rendu beaucoup de ballons au Stade Toulousain. Sur les 7 mêlées qui ont été avec introduction en faveur du Racing, on en a eu malheureusement 3 perdus, donc ce qui porte un total de 57% de réussite en mêlée, c'est faible. Et aussi 56% de plaquage réussi. On en a eu à peu près 76 du côté du Stade Toulousain, des plaquages réussis. 56 du côté du Racing, ça montre le fait qu'en seconde mi-temps, le Racing est craqué et tout simplement perdu les pédales sur ce match-là. Ce qu'on a vu du côté du Stade Toulousain, maintenant qu'on va parler du jeu, ça a été notamment une volonté de continuité dans le jeu. Et ça, notamment, on peut le voir dans les essais qui ont été marqués. Hop là, on va regarder juste après les essais, on va essayer de voir pourquoi, notamment sur certains essais, notamment l'essai de Meafou, qui est une petite filouterie assez agréable à voir. Volonté de continuité dans le jeu et justement cette habitude peut-être qu'on a donnée aux joueurs du Stade Toulousain de jouer dans le désordre, de jouer un peu dans l'improvisation, ce que à l'international ils aiment bien appeler le French flair, la petite patte française qu'on nous donne, mais qu'on retrouve un peu maintenant un peu partout. Et du coup, le premier essai de Meafou est un essai assez rigolo parce que c'est un essai un peu... je vais vous le mettre dans un premier temps et après je vais vous expliquer pourquoi cette action est un peu rigolote. Donc, je vais vous mettre le son aussi, attendez, vous avez le droit aussi d'avoir le son. Donc, contexte, on est sur une pénalité à 5 mètres et le Stade Toulousain décide de la jouer à la main. Ce qui est rigolo sur cette action, c'est qu'en gros, c'est une combinaison quand ils sont revus le ralenti plus tard, parce que ce qu'on voit en direct, c'est juste qu'il y a un joueur qui a réussi à passer la défense et à marquer. Mais quand on a revu plus tard, les commentateurs, notamment l'un des deux commentateurs était Jonathan Wisniewski, ancien joueur de l'année dernière de Lyon. Quand on a revu le ralenti, on a compris pourquoi il y avait essai. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est une combinaison, une sorte de feinte qui a été réalisée entre les Arants et Dupont, ou tout simplement, je vais vous mettre ça en vitesse un peu ralentie. On va mettre en vitesse ralentie de moitié. On va avoir un premier groupe de 3 qui est censé faire l'heure, avec Antoine Dupont juste derrière placé en relayeur, qui était normalement peut-être dans une autre configuration, censé sortir le ballon pour le donner à un autre bloc qui est situé ici avec Edstadt et Sofiane Guitoun. Donc on a 3 blocs qui sont définis clairement. Et au final, Antoine Dupont ne partira pas avec la balle, et c'est un bloc de 2 joueurs qui ira cette fois-ci avec une course qui est dans l'axe du premier bloc, qui va se séparer, qui va venir avec de la vitesse, avec Jelonche et Meafou pour cette fois-ci aplatir l'essai.
Et donc ça, c'est une combinaison, après ce match-là, quand ils ont revu sur le canal Rugby Club, Sébastien Chabal a dit ça, c'est une combinaison qu'on faisait de mon temps. Et c'était assez rigolo de cet essai-là, a posteriori, de voir comment il avait eu lieu. Maintenant, on sent que avec la blessure de Romain Tamac, on cherche du côté du Stade Toulousain à se trouver un autre ouvreur fiable. Et en soi, ils en ont, hein, parce que des joueurs polyvalents qui peuvent jouer à l'ouverture, c'est pas ce qui leur manque. Et du coup, Thomas Ramos a notamment su se montrer décisif avec une bonne lecture de jeu, notamment sur le deuxième essai que je vais vous montrer juste là. Ou tout simplement, ça, c'était de la pure lecture de jeu. C'est une phase où il y a une égalité numérique des deux côtés, mais grâce à la vision de... Donc, encore une fois, quand je vous disais que les touches c'était super important, ça part d'une touche. Il y en a pour combien de temps, Etamac? Il y en a pour 3 ou 4 semaines, il me semble. Je sais pas s'il devrait être remis pour la tournée d'automne, mais il est au moins sur le banc pendant un petit bout de temps. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, les touches, c'est super important. Ben, on part d'une touche. Et qui a le ballon? Roumat. Un des deux sauteurs, un peu des deux seuls sauteurs de l'équipe. Et derrière, du coup, on a tout le grand angle pour s'attaquer. On va avoir 3 joueurs qui vont essayer de créer un point de fixation au centre du terrain, avec en premier porteur de ballon Ramos avec une course rentante de Guitoun. Guitoun, on ne le voit pas, mais il part de là, il part avec une course rentrante, ce qu'on appelle une course négative, c'est-à-dire qu'elle va à l'encontre du sens du jeu qui lui va dans ce sens-là. Donc, qui part avec une course rentrante et avec toujours 2 solutions. Ange Capuzzo qui est là ici en tant que soutien, c'est-à-dire que c'est un joueur qui, si le ballon est servi à Guitoun, va aider à la conservation du jeu. Parce qu'on sait qu'avoir des rucks rapides fait partie des nécessités pour pouvoir mettre à mal la défense. Et donc on va aller servir en 2 temps, donc ça c'est ce qu'on appelle une action de préparation d'action décisive. C'est-à-dire que derrière, c'est une action décisive, une action où on est censé à la fin marquer. Et derrière, toujours avec ce jeu de l'heure qu'on retrouve, avec des avants qui sont devant des 3/4, qui viennent avec des courses rentrantes pour fixer des défenseurs, et une organisation du coup de ce qu'on va appeler la matrice offensive, donc toute l'organisation collective de l'attaque, avec une matrice défensive qu'on va appeler à 2 rideaux. Donc, je vais revenir un peu juste après. À chaque fois, quand vous allez, prochaine fois vous regarderez un match du Stade Toulousain, vous ferez attention. Vous avez toujours donc 2 rideaux de matrice défensive. Donc le premier rideau constitué des 2 joueurs des lignes avant, et ici le deuxième rideau de la matrice offensive avec les joueurs en 3/4. Le premier rideau peut avoir plusieurs fonctionnalités, de feinter, donc d'arriver en l'heure, d'arriver en tant que joueur pour mettre de l'avancée. Par exemple, quand on a eu plusieurs temps de jeu, on a réussi à progresser, à gagner du terrain, on va peut-être parfois encore continuer à aller en groupé proche des zones de ruck pour continuer à mettre à mal cette défense pour ensuite écarter. Ou alors, dans un ultime cas, servir de relais comme sur cette action-là, où ils vont servir où Jelonge va juste servir de pivot pour servir Thomas Ramos, qui derrière, parce que il est fixé, Russell, de l'autre côté, Finn Russell. Ce qui fait qu'on a, même s'il arrive à glisser, il arrive à avoir la bonne lecture de jeu, le Stade Toulousain a l'avantage, parce qu'ils ont l'avantage, non pas numérique, mais l'avantage du terrain. Ça veut dire que Taofifi Nua a dû monter parce qu'ils ont vu que ça allait se jouer, et Lebel, lui, a lu le jeu, et a fait du coup l'appel à Ramos qui a su rapidement répondre, s'adapter, et forcément, derrière, jeu dans le dos de la défense. Un peu de cafouillage, mais après la vidéo, l'essai a été accordé pour le Stade Toulousain. Et donc, encore une fois, on pourrait se dire oui, mais le Racing, là-dessus, n'a pas mis de couverture. Mais sauf que, quand on est dans ces 22, il faut faire un choix entre mettre un deuxième rideau dense, enfin,
de garder la même densité du second rideau que quand on est au milieu de terrain, et de prendre les risques de créer des espaces sur les extérieurs sur le premier rideau défensif, ou essayer de le dégarnir un peu, mais cette fois-ci s'exposer à ce genre de coups de pied, qui peuvent être parfois d'une efficacité avérée. Puisqu'on n'exclut personne ici, on va aller regarder aussi l'essai de Donovan Taofifenua. Avant cela, Ange Capozzo nous avait fait quelques petites actions où on sentait qu'il avait du feu dans les jambes, où il avait su avancer. Et donc ça, c'était un temps un peu plus fort de la part du Racing. Ils ont réussi justement à avoir un peu plus d'impact. Et en fait, on revient en discutant un peu. Une action juste avant, il y a Melvin Jaminet, qui a été titulaire à l'arrière ce soir-là, qui a fait une chute un peu brutale sur une réception de Chandelle. Et malheureusement, à la fin du match, on a appris qu'il avait des petites douleurs à l'épaule, et c'est peut-être pour ça qu'il ne rattrape pas ce ballon. Peut-être que quand on est dans une situation de match, si on a une petite douleur qui vient nous gêner quelque part, on ne peut pas être à 100%. Ce qui pourrait expliquer pourquoi... génial, j'espère que les voisins ne commencent pas à faire des travaux. Ce qui pourrait expliquer pourquoi il a laissé échapper là ce ballon, alors qu'il avait clairement la contre-attaque et tout le terrain offert à lui. Et du coup derrière, le jeu dans la défense qui a été efficace du côté du Stade Toulousain, et avec un seul soutien, ils ont réussi à l'emmener dans leur but et à marquer l'essai. Donc parfois, voilà, ça se joue sur des détails, sur le fait que quelques actions avant, un choc un peu rugueux te fasse mal à l'épaule, et puis sur une tentative d'interception, tu n'es pas dedans, et voilà, le mauvais scénario se passe pour toi. Et enfin, le dernier essai, celui-là, c'est un essai individuel, hein, c'est un exploit de la part de Georges Capozzo. À ce moment-là, on sent que le Racing pourrait pas forcément revenir dans le match et le gagner, mais plus essayer d'accrocher un peu le Stade Toulousain. Surtout avec le fait qu'ils réussissent à un peu plus imprimer de rythme, mais c'est quand même un peu décousu, ils sont un peu seuls. Le Stade Toulousain arrive souvent à mettre les mains dans les rucks, et le fait d'avoir des rucks qui sont lents, ça permet à la défense forcément de se replacer, et c'est quelque chose qui est plus compliqué quand tu attaques. Si tu as des rucks qui sont pas propres, qui sont lents, forcément derrière en attaque tu vas avoir plus de mal parce que la défense va être plus propre, plus replacée. Et comme on peut le voir du côté du Racing, on a un système de jeu assez en soi très utilisé par les équipes, donc le 1-3-3-1, avec deux blocs de 3 joueurs qui vont faire du jeu très groupé au centre du terrain, et ensuite des troisième lignes un peu plus rapides sur les ailes. Et donc là-dessus, on voit qu'on est à peu près en égalité numérique, donc forcément on va venir ce qu'on appelait en rush défense, donc en montée inversée, et on va venir couper les axes de passe. Russell qui a tenté une passe sur le pas sans forcément regarder où était placée la défense. Derrière, c'est l'interception et l'essai pour Ange Capozzo. Le son est un peu fort. Qui parle d'ailleurs très bien français. En vrai, vu qu'il a joué à Grenoble, ça me semblait logique, mais il parle très bien français, Ange Capozzo. Du coup, voilà, c'était un peu le match. On a senti qu'il a pu un peu plus se libérer, il était un peu plus à l'aise, c'était agréable à voir. Donc pour moi, c'était clairement l'homme du match face au Racing. Et en milieu de deuxième mi-temps, il y a une stat qui est tombée assez marquante. Salut Félix. Tu pourras revoir la rediff, je la mettrai sur YouTube juste après le live, et je te ferai un petit tweet pour ça. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder, je vous mettrai plus tard le lien. En milieu deuxième mi-temps,
20 plaquages manqués du côté du Racing. Donc forcément, ça fait beaucoup. D'où leurs 56% de plaquages manqués au total. Et bah, maintenant, à nous de voir, est-ce que c'est le Stade Toulousain qui a si bien joué que les défenseurs du Racing n'ont pas réussi à défendre, ou est-ce que c'est le Racing qui est complètement passé à côté de son match en deuxième mi-temps, et est-ce que on l'espère, c'est qu'un faux pas pour l'équipe. Et enfin, le dernier essai où c'est une petite erreur de placement défensif de la part sur une mêlée. Bon, cette fois-ci, la défense est à 5 mètres, mais comme on peut le voir, on avait un petit côté et un grand côté disponible qu'on a su utiliser. Avec, du coup, en général, sur une mêlée, on essaye de faire en sorte qu'on soit resserré, que le soit resserré sur les 2 premiers centres et le 10 pour pouvoir ensuite s'écarter sur la largeur du terrain. Pour éviter justement, comme on le voit là, de se faire bouffer dans un espace. C'est-à-dire que là, Guitoun, il est passé dans l'intervalle sans se faire toucher. Et j'espère qu'il y a un plan large juste après. Parce qu'après, bon, il arrive à passer le 15, mais soit en soi, c'est moins important. Mais le placement défensif, alors, je suis désolé, mais il y a un petit problème. C'est-à-dire que en mêlée, on va essayer en général de se placer en miroir par rapport aux défenseurs. C'est-à-dire que chacun son vis-à-vis, par rapport aux attaquants. Chacun son vis-à-vis et on gère. Visiblement, on avait peur du petit côté avec Ange Capozzo, ce qui fait qu'on a mis Russell dans l'axe, ou peut-être parce que c'est aussi une faiblesse au niveau de la défense, mais on a mis Russell dans l'axe de la mêlée. On avait mis Taoufik Fenua qui est en finale assez passif du côté fermé, et le numéro 9 pour défendre sur le 10. Parce que du coup, on a vu que normalement, il est censé mettre la pression sur le 9, mais là, du coup, son rôle devrait être de mettre la pression sur le 10. Et derrière, on a 3 joueurs, donc le 12, le 13, le 15, et après, il y avait l'ailier, qu'on ne voit pas, qui est en dehors de l'écran, qui sont placés, mais qui sont... Enfin, moi ça me choque un peu. Qui sont extrêmement espacés, c'est-à-dire que là, on a facilement 15 mètres, si on essaie de rapidement à l'œil voir par rapport à la ligne de touche. Du coup, on en déduit que là, il y a quoi? Il y a 5 mètres entre deux, et là, il y a quoi? Il y a 10 mètres. Mais sauf que sur cette zone-là d'affrontement, sur laquelle ils sont, bon, je vais la faire un peu plus grande, hein, sur la zone, on va être gentil, hein, sur la zone un peu plus large, sur toute cette zone-là, là, que je vais délimiter là, sur cette zone d'affrontement, ils sont, je vais être gentil, 3, je vais englober le 15, face à 1, 2, 3, 4, 5 joueurs toulousains. Et donc forcément, tu vas venir jouer en groupé avec des courses qui vont venir proches du porteur de balle pour passer cette défense. Un manque de lucidité en fin de match, je sais pas, parce que d'un côté, si ça aurait été dans le cours du jeu, je t'aurais peut-être répondu oui. C'est un 4v2, c'est ça, c'est un 4 contre 2 sur un espace qui est pas si petit. Ça aurait été en cours du jeu, je t'aurais dit oui, peut-être c'est un manque de lucidité, au bout d'un moment, ton cerveau n'a plus assez d'oxygène, tu réfléchis plus aussi vite qu'avant, donc forcément, tu peux être amené à faire des erreurs de placement. Mais là, c'est sur une mêlée, donc en théorie, t'as au moins 30 secondes histoire de te placer, et en général, quand t'as un 3/4, t'as une sorte de routine où tu regardes en face de toi, et bon, le cadrage défensif est bon, on voit que, je vais effacer ce que j'avais mis juste avant, le cadrage, parce que quand on est placé sur une mêlée, ou même tout court dans le jeu, on va faire ce qu'on appelle un cadrage défensif, c'est-à-dire qu'on va essayer d'éviter de se faire prendre l'épaule intérieure, c'est ça qui est aussi très important. On va éviter de se prendre l'épaule intérieure. Et comment on fait ça? En se plaçant toujours à ce qu'on appelle à l'épaule intérieure du joueur d'en face. C'est-à-dire que le 12 ici, on le voit, il est placé 2 mètres à l'intérieur de Guitoun, le 13 2 mètres à l'intérieur de Delib. De cette façon, ils ne peuvent pas se faire prendre sur leur côté intérieur, ou alors c'est plus difficile. Mais du coup, le fait qu'il fasse ce marquage-là très... Parce que du coup, Iribarren ici, il est gentil, mais vu que Ramos ici a une course
qui est assez agressive envers la ligne et qu'au final il apporte le ballon ici, Ribaren il n'a pas le temps de se déplacer, le ballon va toujours plus vite que le joueur. Donc là c'est clairement une erreur de lecture de jeu parce que tout d'abord on a l'ailier ici qui sert à rien, donc s'il aurait été là, la défense n'aurait pas été la même, il aurait peut-être pu prendre lui, pu prendre Ramos, ce qui fait que du coup le 12 aurait pu prendre son propre joueur et le 13 son propre joueur. Parce que du coup en soi ce qui se passe sur la zone, parce que oula, j'ai pas pris la gomme. Ce qui s'est passé en fait c'est que sur la zone du 12, il y a eu un 2 contre 1. Sur la zone du 12, je vais effacer les trucs qui restent. Comme on peut le voir, Ribaren il essaye de faire tout ce qu'il peut pour essayer d'aller choper le 12. Mais Ramos lui il a fait son taf. Il a aspiré le centre adverse. Et le fait que le 13, on ait plus l'impression que sur... Regardez, dommage qu'on puisse pas vraiment zoomer sur la vidéo, mais essayez un peu de regarder le regard du 13. Où est-ce qu'il regarde? Il regarde clairement vers le ballon. Et ce qu'on essaye d'apprendre quand... Et c'est pareil pour le 12, hein. Le 12 regarde le ballon. Hein. Et du coup, tu vois pas forcément le danger arriver, tu vois pas forcément le fait que Guitoun arrive en cut. Et donc forcément, il y a peut-être un problème de communication où le 13, à ce moment-là, il se rend compte qu'il est trop loin. Il se rend compte que c'est un peu trop tard pour régler la chose. Et tout simplement, un intervalle qui est encore une fois beaucoup trop grand. Et derrière, le 15... c'est le 15 ou c'est... Non, Finn Russell qui se trouve en défense, qui nous fait un joli cadrage débordement défensif. Et derrière, essai de la part de Sofiane Guitoun. Donc j'ai un peu l'impression que c'était un peu un craquage en seconde mi-temps, ce qui a pu se passer du côté du Racing, mais je pense que pour eux, ça a été un peu frustrant de voir qu'ils faisaient des erreurs en soi un peu bêtes. C'est pas méchant ce que je veux dire, mais c'est juste que c'est des erreurs un peu d'inattention. Donc en soi, c'est un essai qui a été donné gratuitement au Stade Toulousain, et ça, ce sera quelque chose qu'ils vont sûrement revoir pour la semaine prochaine. Mais du coup, voilà, si on peut retenir quelque chose, c'est que Toulouse a su se remettre dans l'avancée et repartir sur quelque chose de positif en allant chercher quand même un bonus défensif. Et je vous ai préparé une petite chose. Hop là, faut que j'enlève ça. Parce que du coup, on va essayer de voir par rapport à la saison précédente qui avait été assez un peu compliquée, notamment, je le vois moi sur mon écran, je vais vous montrer juste après, où pendant la période de 6 Nations, Toulouse avait galéré, ils avaient été dans le mal parce que sans ces internationaux, par exemple sans Antoine Dupont, ils étaient à peu près 50% de victoire à l'extérieur, ce qui est faible, un taux de victoire assez faible. Et donc, voilà, ça va être le graphe qu'on va essayer de regarder un peu chaque semaine. Le classement du Stade Toulousain au fur et à mesure de la saison. Je m'en mets en plein écran. Et on va aussi regarder ça, on va regarder avec attention lors de la période internationale. Le classement du Stade Toulousain au fur et à mesure de la saison, ils ont commencé en 6ème place, et ensuite, comme on peut le voir là juste à gauche, ça vous avez le classement là, de l'année dernière. Ils ont fait premier jusqu'à la 8ème journée. Là jusqu'ici, ils ont commencé 6ème, c'est la première journée, ok. Ensuite, ils ont enchaîné sur une bonne performance. Cependant, le faux pas face à Pau leur a fait perdre la place parce que c'était avant la seule équipe invaincue. Et d'ailleurs, il n'y a plus d'équipe invaincue après cette journée-là. Il me semble, il n'y a plus d'équipe invaincue vu que La Rochelle a perdu. Donc, ils ont réussi à regagner cette première place du classement qu'ils étaient allés chercher et qu'ils avaient tenu pendant 7 journées l'année dernière. Donc, curieux de voir comment cela va se passer. Curieux de voir comment ils vont gérer cette période internationale avec en plus l'arrivée d'autres joueurs de sélection nationale dans leur effectif. Mais, match intéressant. Maintenant, prochain match important aussi, parce que ça va être un déplacement à Montpellier. Mais bonne opération de la part du Stade Toulousain. Ça va faire bientôt 51 minutes que nous sommes en live. Et du coup, nous nous approchons de la fin. Et
en cette fin, nous allons maintenant faire ce qui va devenir un peu la tradition de la fin des lives. Nous allons procéder au pronostic pour la prochaine journée. Donc, je vais me remettre sur l'écran, je vais vous remettre ce que nous avons pour la prochaine zone. Nous allons procéder un par un. Donc, je n'ai pas la fonctionnalité de vous faire des votes, des sondages dans le chat. Donc, on va faire à l'écrit. Donc, on va pas faire au plus rapide, mais on verra comment je fais. De toute façon, c'est moi qui choisis au final. Donc on a commencé le premier match, quelqu'un a été très rapide dans le chat, Union Bordeaux-Bègles face au Stade Français qui n'a pas su gagner face à... c'était qui n'a pas su gagner sur ce week-end. Donc l'UBB face le Stade Français Paris. L'UBB est donné gagnant. Pas trop vite, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Chaque match... Alors, ensuite, Clermont face à Lyon. Clermont gagnant, ok. Brive, la Gaillarde, face à l'Aviron Bayonnais, qui a été bien évidemment pour moi l'équipe de la semaine, qui a su gagner face à une équipe de Bordeaux qui n'a pas trouvé la solution. Donc, est-ce que Brive pourrait rebondir, essayer de rebondir après leur défaite, ou Bayonne se conforterait-il une place potentielle dans le classement, dans le top 6, parce que ils sont aux portes du top 6, donc ils pourraient rentrer dans le top 6 en cas de victoire. Donc on nous donne Bayonne. Je note. Ensuite, nous avons la section paloise face à Toulon. Je sais que... Ah, c'était pas ça, à Toulon qu'ils avaient gagné, d'ailleurs, l'USAP. Bayonne avec 2 essais de plus. Ok, je vais mettre le bonus Félix. Bonus fail. Plus 2 essais. Ok. Le match de la section Palos face à Toulon. On le rappelle, Pau qui a pris un score chez Montpellier, et Toulon qui a perdu face à Perpignan. Donc 2 perdants de cette journée-là qui n'ont pas su montrer grand-chose. Et Payog a très clairement dit on va arrêter de se plaindre et on va commencer à travailler et fermer notre gueule. Toulon, ok. Donc Toulon qui se remet sur une victoire. Perpignan face à Castres. Après, c'est les matchs à domicile. Hein. Les matchs à domicile chez Perpignan, ça peut être un boost d'un point de vue... Toulouse, ils ont juste glissé, ça arrive. Ah, la glissade, tu sais, tu glisses une fois, puis 2 fois, puis 3 fois, puis 4 fois. Et après, voilà. Hein. Personnellement, sans vouloir vous influencer, l'USAP pourrait accrocher un bonus défensif, mais je les vois mal gagner face au Castres Olympique. Donc je vous écoute. Il y a du verglas. Ouais, bah, en plus, on va arriver. Il fait pas beau dehors, il a plu aujourd'hui. Les gens tirent la gueule, c'est commence à faire froid, donc forcément, plus de glissade possible. En vrai, il a plu ce week-end, ça a peut-être pu jouer hein, sur la physionomie du match. Donc j'attends toujours USAP versus Castres Olympique. T'es sous la flotte? Castres. Félix, j'espère que t'as un parapluie. Enfin, le Stade Rochelais qui recevra du coup le perdant du match d'aujourd'hui, du coup le Racing 92. On pourrait penser, si on regarde juste avec bonus défensif. Ok, je note.
Le Stade Rochelais face au Racing 92. Donc si on regarde par rapport aux résultats de cette journée-là, on devrait donner normalement le Stade Rochelais gagnant à domicile. Et je pense que c'est pas quelque chose qui est très déconnant. La Rochelle, je suis d'accord. Et enfin, le match qui sera du coup en prime time sur Canal+, pas négociable. Ah ben, on a des connaissances malheureusement à La Rochelle qui pourraient avoir des... qui pourraient mener des opérations de propagande peut-être pour convaincre les gens que La Rochelle gagnerait. On ne sait pas. Montpellier face au Stade Toulousain à Montpellier. À noter, le Stade Toulousain joue à l'extérieur. Ils n'avaient pas réussi à gagner face à Pau à l'extérieur. Donc est-ce qu'ils réussiront face à Montpellier qui a mis un joli score à Pau? Moi je ne m'engage pas sur ça. Je vous laisse, pour le match du Stade Toulousain, je vous laisse maître de la décision. Bonus défensif Stade Toulousain? Ok. Donc je note Montpellier et un bonus défensif. Donc un match potentiellement serré avec un bonus défensif du Stade Toulousain qui s'accrocherait au champion de France. Très bien, bah écoutez, c'est noté. Je vais vous remettre, histoire de que vous puissiez revoir un peu le classement. Quant à moi, il est l'heure de vous remercier d'avoir venu. Vous étiez un peu plus que d'habitude. On est monté, je crois, à 7 au total. Ouh, attention. Non, c'est... Merci à vous d'être passé. Bonne soirée. On se revoit la semaine prochaine. Même endroit, ça risque pas de bouger. Même heure. Pour parler du coup du match qu'on aura vu du Stade Toulousain versus Montpellier. Des bisous.